Bonjour Franck, bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler de Capgemini Invent, de la vision, de l'expérience que vous en avez. Vous êtes une entreprise qui, je dirais, fait référence dans le domaine. Moi, j'aimerais bien d'abord avoir, si vous le permettez, votre définition de la souveraineté numérique. Parce qu'on a eu un certain nombre de formulations, de visions, de définitions. Pour vous, la souveraineté numérique, comment vous la définissez, vous qui êtes des spécialistes du secteur, puisque vous intervenez sur toutes les technologies critiques? Je crois que le sujet a été bien couvert déjà aujourd'hui, mais si on veut donner une définition simple, je pense que la souveraineté numérique, c'est la capacité des acteurs français, européens, à avoir entre leurs mains, à maîtriser la destinée numérique ou la stratégie numérique qu'ils veulent adopter dans le futur. Et donc je pense que pour pouvoir assurer cette souveraineté numérique, il y a 4 leviers qu'on doit absolument maîtriser. Un que vous avez appelé l'hybridation, qu'on peut appeler aussi une approche numérique multimodale. C'est-à-dire qu'en fonction des cas d'usage, en fonction des chaînes de valeur, on va implémenter les technologies de façon différente. Donc la souveraineté numérique, ce n'est certainement pas une seule voie. C'est cette hybridation qui est clé. Le deuxième sujet, je pense, pour la souveraineté numérique, c'est la cybersécurité. Pas simplement la cybersécurité des data centers, des réseaux, mais de ces nouveaux écosystèmes, de ces environnements ouverts, extrêmement complexes à sécuriser. Si on prend une chaîne de valeur qui comprend des objets connectés, le cloud, l'edge, la 5G, cette chaîne de valeur, la surface d'attaque est bien plus grande que ce que l'on avait avant. Le troisième point, et je dirais pour assurer cette souveraineté numérique, il a été évoqué par Marco Herman de Thales, c'est ne pas rater les grands virages de la technologie. On ne va pas se le cacher, en Europe, on a raté quelques virages. Il faut être assez direct sur ce point. Et alors, il y a à la fois préparer l'avenir, c'est-à-dire les grands virages que l'on va avoir dans 3, 5, 10 ans, mais il y a aussi avoir la capacité de mettre en œuvre les virages aujourd'hui. Et les virages d'aujourd'hui, il y a par exemple le edge computing, il y a par exemple l'open RAN dans la 5G. Voilà, donc il y a des virages aujourd'hui. Troisième et dernier sujet, le dernier levier, sont bien sûr la capacité à développer des talents à l'échelle, pas simplement des équipes de 10, 20, 50 personnes, mais des milliers de personnes sur chacun des sujets. Et pouvoir aussi les retenir, ces talents. Exactement. C'est un autre sujet. Alors, Pierre Fortier et Léo Isaac Donien ce matin nous ont fait le plaisir de nous faire un état des lieux mondial de toutes ces technologies liées à la souveraineté numérique. Quelles applications logicielles vous paraissent les plus critiques actuellement ? Indéniablement, le cloud. Je dirais que le cloud est devenu absolument pervasif dans tout ce que l'on fait pour nos clients, entreprises ou administrations. Et là, si on veut appliquer le concept d'approche numérique multimodale, il y a 4 grandes voies pour le cloud. Il y a la première voie qui est incontournable, c'est utiliser les hyperscalers américains ou utiliser les hyperscalers chinois pour une raison simple, c'est qu'ils ont développé le catalogue de services qui permet d'avoir des expériences clients percutantes, des expériences clients que l'on modifie en continu, que l'on déploie à l'échelle. La deuxième voie, c'est la voie que l'on adopte avec des acteurs français du cloud public ou d'autres acteurs européens qui ont des offres extrêmement intéressantes au niveau infrastructure as a service et quelques éléments d'un catalogue de services. Et là, c'est parfaitement adapté à certains services, certains cas d'usage. La troisième voie, c'est ce qu'on a annoncé avec Bleu, c'est la technologie hyperscaler, mais avec une opération de confiance autour d'elle. Et enfin, je n'oublie pas la dernière voie qui est la mise en place de cloud privé. Donc ça, c'est un exemple sur une technologie. Alors, on a beaucoup parlé de la France, mais de l'Europe aussi. Mathieu de Gados, quand on entend des acteurs qui sont réputés, de grandes entreprises, qui sont comme vous, qui agissent sur ces sujets, qui investissent fortement, je pense notamment en banque finance avec nos amis du Crédit Agricole, Jean-Paul Mozoyer dans l'étude qui dit il est inenvisageable que nous puissions fonctionner aujourd'hui sur les seules technologies européennes. Comment on fait aujourd'hui pour assurer sa souveraineté alors qu'une grande partie des technologies ne sont pas françaises ou européennes, qu'on n'a pas vraiment le choix? Alors déjà, bonjour à tous les deux et puis bonjour à tout le monde. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. En fait, il y a des choses qui sont des certitudes aujourd'hui. On ne pourra pas se passer de technologies qui viennent d'Amérique ou d'Asie.
Donc ça, c'est un fait et c'est le cas de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on sait aussi construire, on l'a vu dans les exemples qui ont été cités toute la journée, Franck vient d'en citer encore un, on sait construire des layers, des couches de protection, de services managés, de confiance. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi faire des choix sur quelles sont les zones et les territoires sur lesquels on veut créer ces couches de confiance. Après, donc là, je parle des technologies que je vais qualifier de matures aujourd'hui. Après, il y a toutes les technologies qui ne sont pas encore complètement matures, sur lesquelles les modèles d'affaires ne sont pas encore définis, les stratégies d'investissement ne sont pas encore complètes. On en a vu encore aujourd'hui. Franck parlait du hedge. Je pense que ça illustre très très bien les choix et les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui. Donc, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. Et c'est des technologies sur lesquelles aussi les modèles de compétitivité vont être différents. C'est des technologies qui vont servir des cas d'usage sur lesquels l'industrialisation à l'échelle, comme ont pu le faire les hyperscolaires sur le cloud, n'est peut-être pas aussi facile. Ça doit prendre en compte des contraintes plus précises, partir des usages et des enjeux métiers, et sur lesquels on doit s'adapter aussi à chaque fois. Et ces technologies permettent de le faire. J'y reviendrai sur la logique de cas d'usage. On en a parlé un peu aujourd'hui, mais je trouve que ça a un peu manqué quand même, parce qu'on ne fait pas de la technologie pour la technologie par la technologie. À un moment, ça a été un peu vécu comme certains gadgets quand même. Il y a eu la mode d'époque à un moment, et on en est revenu. Et globalement, l'ensemble des industriels sont revenus de cette gadgetisation quand même de la technologie. On part aujourd'hui, et tous les grands industriels partent des cas d'usage. Donc je pense que les technologies comme le hedge vont permettre aussi, donc il y a tout un pan de souveraineté technologique qu'on peut gagner au niveau européen sur ce type de technologie. Donc, moi, j'ai envie de dire, au niveau de l'Europe, on doit mettre les conditions de garantir des environnements de confiance, sécurisés, avec un bon management de la donnée. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'investir et faire des bons choix d'investissement. Le hedge, l'open run, il y a peut-être d'autres technologies qui s'y prêtent, mais je pense qu'encore, il y a tout un champ et tout un potentiel qui est encore devant nous. Alors justement, vous dirigez Capgemini Invest, qui est donc l'activité conseil de Capgemini. Comment est-ce que vos entreprises clientes donc, peuvent-elles construire leur souveraineté numérique et comment ces différentes technologies qui sont la 5G, le cloud, l'IoT ou même le quantique fonctionnent-elles dans la chaîne de valeur de ces entreprises clientes ? Alors, nous, chez Capgemini Invest, dans le groupe Capgemini, de toute façon, on prend les sujets par le cas d'usage. Aujourd'hui, on ne prend pas les sujets par la technologie. Donc et ces cas d'usage vont être différents d'un secteur à un autre. Quand vous faites du cognac ou quand vous faites une automobile ou quand vous faites autre chose, on l'a vu ce matin avec M. Niebel sur EDF, qui donnait 3, 4, 5 cas d'usage qui n'avaient déjà rien à voir les uns avec les autres dans son entreprise. On imagine bien qu'au Crédit Agricole, on n'a pas les mêmes cas d'usage. Donc on ne repart pas de la technologie chez Capgemini maintenant. On a un enjeu, il y a un devoir de maîtriser la technologie et son potentiel avec le groupe, mais on part des cas d'usage et on part du besoin de nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette souveraineté. Il n'y a pas forcément un besoin absolu partout avec la même dimension. Donc notre rôle aussi, c'est de définir les zones de faiblesse potentielles, les zones de risque de l'entreprise pour dire c'est sur ce territoire-là de ta chaîne de valeur qu'il est important que tu te protèges. Parce que ça peut être des enjeux de propriété intellectuelle, ça peut être des enjeux de résilience opérationnelle. Donc les enjeux sont pas les mêmes. Et ce qu'on a vu cette semaine le démontre encore. Donc à chacun ses propres enjeux. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Après, on a un rôle aussi de conseiller sur les choix technologiques. C'est-à-dire qu'on a un niveau de maîtrise technologique qui permet, par rapport à un enjeu donné, de mieux orienter par rapport à ce qui est attendu. Et le dernier point, et je pense qu'il faut le remettre, je suis content que Franck en ait parlé en introduction, mais je pense qu'il faut le remettre à peu près toutes les 10 minutes aujourd'hui, c'est la question des talents. Incontournable. J'ai bien aimé l'intervention précédente qui disait la complexité technologique a une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'on va l'apprendre. Par contre, cette capacité à maîtriser toute nouvelle rupture technologique, quel que soit son niveau de maturité dans son cycle de vie, c'est quelque chose qui est très important parce qu'un industriel, une entreprise, si elle ne possède pas la technologie, elle doit en maîtriser les tenants et les aboutissants, sa complexité pour savoir la gérer, parce que c'est sa responsabilité de la gérer. Donc je pense que l'investissement sur les talents, que ce soit comme une boîte comme la nôtre, mais aussi l'ensemble de nos clients, sont des choses qui sont critiques pour maîtriser sur la durée cette souveraineté numérique. Peut-être 2 points sur ce que vient de dire Mathieu. L'approche par les cas d'usage est clé chez nous. On développe d'ailleurs, si on prend l'intelligence artificielle ou la 5G,
des galeries de cas d'usage. C'est-à-dire pour engager en fait cette discussion avec nos clients, on a par industrie et par CXO, donc par type de responsable dans les entreprises, des cas d'usage particuliers à montrer à nos clients, ce qui permet d'engager un dialogue et de se projeter. De se projeter. C'est extrêmement important. D'accord. On a entendu ce matin dans l'étude auquel vous avez contribué par vos témoignages, je parle de l'étude de Sandrine Catla et David Boudy, que finalement la souveraineté numérique n'était pas autarcique, hein, mais c'était vraiment une vision d'écosystème ouvert. Et on a parlé, Franck, à l'instant de Blue, hein, de la société que vous créez. Bleu, pardon, que vous créez. Française. Il y a marqué bleu, mais j'ai écrit, je dis Blue. Ouais. Oui. Non, vous faites bien me reprendre. Donc bleu, hein, parce qu'on est français, avec Orange et avec Microsoft. Ma question, c'est comment ça se positionne, ce type de société sur le cloud de confiance, finalement, par rapport à Gaia-X, qui est une autre initiative européenne, je dirais, qui fédère 22 acteurs. Et surtout, est-ce que vous y voyez un complément, une approche, je dirais, peut-être concurrentielle, ou au contraire, une multitude d'écosystèmes qui vont se rejoindre à un moment donné? Alors en fait, c'est complètement cohérent. C'est deux approches dont la vocation. Le groupe Capgemini a ce souci de créer des environnements technologiques de confiance. Ça, c'est un souci qui est vrai en France et qui est vrai en Europe. Le groupe Capgemini est un groupe français. Le groupe Capgemini est investi dans Gaia-X depuis très longtemps. On est membre de Gaia-X, donc qui va dans cette dynamique d'environnement de confiance. Cette initiative bleue avec des acteurs français est une initiative qui va complètement dans la même philosophie et qu'on a travaillé, pour le coup, en complète transparence avec l'Europe. Donc on a eu des interactions régulières avec M. Breton en l'occurrence, justement pour informer de l'avancée, pour vous montrer que c'est en droite ligne et complète cohérence avec Gaia-X. Peut-être pour préciser, hein, clairement, Bleu contribuera à l'initiative Gaia-X, sans aucun doute s'inscrit dans l'initiative Gaia-X, mais Bleu est fait pour le marché français. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour les OIV, pour les OSE, pour les administrations. Donc ça s'inscrit dans Gaia-X, mais c'est une initiative. Vous allez dans le même française. sens, d'une certaine manière. Peut-être un deuxième point à mentionner sur Bleu, c'est en dehors d'être un cloud de confiance, je dirais sur des services IA, c'est tout un catalogue de services qui est celui d'Azure, hein, qui nous permettra de développer. Oui, donc le partenariat avec Microsoft. Hein. Voilà, tous ces nouveaux usages. C'est aussi toute la suite d'outils collaboratifs de Microsoft, donc Office 365, qui est, dans le cadre de la souveraineté numérique, un sujet absolument clé, puisque c'est nécessaire au fonctionnement de toute administration ou entreprise. Alors, si vous le permettez, peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre comment on peut être cloud de confiance en souveraineté avec, je dirais, la possibilité de dire ce projet va s'adresser aux administrations, et en même temps dire c'est une technologie Microsoft. Comment faites-vous pour permettre ce cloud de confiance, en quelque sorte, concrètement? Comme on l'a dit, hein, c'est une approche numérique multimodale, donc ce n'est pas la seule voie. Donc on travaille d'ailleurs avec d'autres acteurs français qui ont monté d'autres types de cloud de confiance. Ça dépend vraiment des usages et des chaînes de valeur. Alors comment on assure ça? Il y a un premier sujet qui est l'immunité par rapport aux démarches juridiques et extraterritoriales. C'est la question que j'allais vous poser. Ça c'est le premier thème hein, qui gênait tout le monde depuis un moment. Le deuxième sujet, c'est l'indépendance économique. C'est vraiment Capgemini et Orange, actionnaires majoritaires d'une société, donc on est maître de notre destin là-dessus. C'est aussi un point important. Et puis le troisième point, c'est une infrastructure de confiance et une opération de confiance. C'est-à-dire c'est une infrastructure dédiée, indépendante, déconnectée des infrastructures d'Azure. Voilà, donc c'est différents éléments en fait qui rentrent en parfaite résonance avec la politique française qui a été énoncée récemment. Alors, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur la question des talents, parce qu'elle est vraiment centrale. Cédrico a dit ce matin, on ne pourra pas obtenir une souveraineté numérique si on ne gagne pas cette guerre des talents. Comment est-ce que vous faites pour attirer, continuer à former et retenir ces talents pour s'assurer justement que vous ne loupiez pas une rupture technologique et surtout que les consultants qui vont chez vos entreprises clients soient toujours bien...
En sachant que la concurrence est rude avec les GAFA, et les acteurs technologiques et les startups. Exactement. Oui, complètement. Et puis surtout, le marché est très actif en ce moment. Non, je pense qu'il y a un des sujets, c'est comment on attire et comment on développe. Et je pense que c'est ce qui est important. Le groupe Capgemini est un groupe de maîtrise technologique et on a une responsabilité aussi d'essayer d'anticiper, de voir venir les ruptures qu'on vit aujourd'hui, mais aussi celles qui risquent potentiellement d'arriver demain. Donc il y a la promesse qu'on fait, c'est d'être à l'état de l'art des ruptures et des impacts sociétaux ou business de nos clients de ces ruptures technologiques. Donc c'est-à-dire qu'on investit. On investit beaucoup. Il y a un autre concept, et je vais le décliner après sur les dimensions d'investissement, mais il y a aussi un autre concept qui est important. On l'a effleuré aujourd'hui. Alors certains l'ont appelé hybridation, mais c'est cette capacité à créer des écosystèmes multicompétents, donc mettre en regard de multiples types de compétences au service de la création d'un produit, d'un service, etc. Et c'est ce qu'on fait dans le groupe régulièrement. Alors, à la fois avec des compétences du groupe, mais on est dans un monde qui est ouvert aujourd'hui, et pas uniquement. On a énormément d'initiatives avec d'autres industriels. On l'a vu il y a quelques mois dans le monde de la santé et l'innovation avec des startups, avec des partenaires comme il y avait Generali, il y avait Sanofi, il y avait Orange d'ailleurs, et nous-mêmes. Donc là, il y a Bleu, on a parlé de Bleu récemment. Donc on a beaucoup d'initiatives avec des grands industriels pour continuer à innover et se challenger collectivement, mais aussi avec des académiques. Je peux prendre un autre exemple avec iParis, avec HEC par exemple, mais on a dedans Total et L'Oréal. Il y a Kering aussi qui est rentré, il y a Excel qui est rentré. On travaille sur les notions de recherche et développement appliquées, mais avec un parterre de chercheurs, un parterre d'académiques, un parterre d'industriels. Donc le fait de mettre en résonance ces compétences plus celles qu'on a chez nous de design industriel, de data science, de consultants métiers, de consultants sur les maîtrises technologiques, permet justement cet apport de valeur collectif. Et après, on cristallise ça dans nos parcours qui sont plus ou moins classiques. Je pense qu'on innove beaucoup aussi sur ces dimensions. On a notre jargon, on a ce qu'on appelle les garages, on a ce que tu as appelé la galerie. C'est-à-dire qu'on facilite tous les jours le partage de connaissances et d'informations à travers des lieux physiques et à travers des lieux digitaux. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Et aussi, on essaye d'apprendre ensemble. On a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'école by Capgemini, qui est une illustration comme une autre, mais elle est intéressante parce que on forme nos collaborateurs avec et en même temps que les collaborateurs de nos clients sur des grands projets de transformation. Et dans la même salle, il n'y a pas que nos clients et nous-mêmes, mais il y a aussi le partenaire technologique qui va supporter cette transformation. Je ne vais pas en citer, mais ça peut être tous les partenaires technologiques sur l'IA, sur l'intelligent industry, sur le cloud, sur d'autres, et un académique. Et donc, on l'a fait avec des boîtes comme les arts et métiers. On l'a fait. Donc, en fonction de la thématique, on met un académique avec des étudiants, nos collaborateurs, le client et le partenaire technologique. Donc, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde ouvert et que cette capacité à grandir en permanence et être à l'état de l'art du contenu sur des sujets de rupture, le groupe Capgemini est capable de le faire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué pour le mettre à l'échelle. L'illustration et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Capgemini, alors je vais parler de la France, on va recruter plus de 6000 collaborateurs dans le groupe en France sur tous ces sujets de maîtrise technologique. Donc, Franck le disait tout à l'heure, il y a à la fois le sujet de contenu, comment on reste à l'état de l'art du contenu, toujours en avance sur ce qui se passe, mais aussi comment on le met à l'échelle en volume, parce qu'un de nos rôles, c'est de faire monter en compétences nos clients et nos collaborateurs sur tous ces sujets. Vous savez, quand on lance une nouvelle offre, on doit créer une équipe de 10, 20 000, 30 000 personnes. Donc, ce n'est pas créer une équipe de 50 personnes ou 100 personnes. Donc, en fait, par technologie, on crée des académies, une sorte d'universités spécialisées par lesquelles passent tous les collaborateurs qui vont rentrer sur ces offres et donc servir les besoins de nos clients. Donc ça, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, c'est vraiment des académies par technologie. C'est à la fois du sur-mesure, mais c'est aussi du passage à l'échelle sur le nombre de personnes qui sont formées. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les investissements, sur les talents, c'est la même chose. Exactement. Et alors ces académies sont complétées, je dirais, par des laboratoires dans lesquels on permet à nos ingénieurs d'expérimenter ces nouvelles technologies. Et donc de ce qu'on appelle, nous, se prendre les portes avant nos clients. Toutes les difficultés technologiques, on essaie de les avoir creusées, de les avoir dépoussiérées pour être capable après de les présenter
de manière claire et efficace à nos clients. Oui, Luc Julia disait ce matin qu'il fallait revaloriser les chèques. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que quelque chose qu'on trouve chez nous, qu'on trouve peut-être pas ailleurs aussi, c'est cette capacité à confronter ce contenu théorique. Parce que donc là, je vous ai donné des illustrations de contenu théorique et comment on essaie de rester à la pointe. Mais on la confronte dans beaucoup d'environnements. Donc on la confronte auprès de plusieurs clients, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'un individu va concrètement mettre en pratique tous les jours son contenu théorique. Donc on associe pratique et théorique en permanence, soit à travers nos labs, soit à travers des expériences que nos clients traversent. Et donc ça, c'est une richesse qu'on trouve peu sur le marché. J'ai une autre question. Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faudrait pas louper un autre virage technologique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un virage qu'on est en train de louper ? Ou qu'on pourrait rater? Non, on a entendu beaucoup de choses sur la 5G. Je trouve que les acteurs européens sont bien placés sur la 5G. On a deux grands acteurs puissants en Europe. Le sujet de la 5G qui nous préoccupe tous, c'est pour ne pas les citer, Ericsson et Nokia. Nokia et Ericsson. Il y a deux sujets qui sont extrêmement importants. Enfin, il y a un sujet extrêmement important sur la 5G directement, c'est l'Open RAN. Donc, cette désagrégation des couches réseau qui permet en fait de développer un nouveau type d'écosystème dans le monde de la radio. Je pense que celui-là, il ne faut pas le rater, c'est en ce moment. Donc nous, chez CAP, on a développé l'ensemble des couches logicielles dites couche 2 et couche 3 de la radio dans le cadre de l'Open RAN et on participe aujourd'hui à une centaine de projets 5G dans le monde. Et puis le deuxième grand virage, j'insiste là-dessus, c'est le cloud distribué, c'est l'edge computing. Ouais. Donc là, c'est en ce moment, on a des investissements majeurs là-dessus et il ne faut pas le rater. Mais Julia, si je me permets de répondre aussi, je pense que sur la compétence technique, on l'a vu toute la journée, en France, en tout cas en Europe et aussi en France, on a les meilleures écoles d'ingénieurs, de création de ces compétences. On l'a vu auprès des grands industriels français, qu'on a aussi des très très belles compétences. Donc je pense que techniquement, les technologies, on les connaît, on les voit venir. Toute la question, c'est la décision d'investissement et quelle puissance on va mettre dans un choix politique d'aller développer et s'assurer que le virage du Edge, le virage d'Opéra de la 5G aujourd'hui, on s'assure qu'on aligne l'ensemble des acteurs, académiques, industriels, étatiques, et qu'on y mette les moyens et les capacités d'investissement. Donc je pense qu'on est capable, on est plus que capable, on a démontré que cette maîtrise de contenu, on l'a. Après, c'est une question qui doit aligner l'ensemble de l'écosystème pour faire ces choix-là. GaiaX, pour le coup, est un très bon exemple. Peut-être une question. J'avais une question qui vient d'Internet, mais vous y avez peut-être déjà un peu répondu. La souveraineté numérique ne peut pas se résumer à la France. Comment est-ce que Capgemini collabore concrètement au niveau de l'Europe ou avec l'Europe ? On est très actif sur GaiaX et avec la Commission européenne au travers des projets IPCEI. Sur GaiaX, ce qui nous intéresse, c'est la création de ces nouveaux écosystèmes autour des données. Donc, la création de ces écosystèmes autour des données va permettre de créer toute une nouvelle génération de services, en fait, à valeur ajoutée. Donc là encore, on revient au cas d'usage. Donc voilà, nos travaux en ce moment sont là-dessus au niveau de l'Europe. Donc ça s'inscrit pleinement dans la démarche GaiaX. J'aimerais peut-être terminer, si vous le permettez, sur une question. Ce matin, dans l'étude qui a été présentée par Pierre Fortier et Léo Isaac Denain, auquel a participé Nicolas Godillard, malheureusement qui n'a pas pu être avec nous parce qu'il était cas contact, qui a fait un super boulot, a été évoquée l'idée de UX, c'est-à-dire de l'expérience utilisateur. On a le sentiment que dans cette journée, on a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé de souveraineté et de management de cette souveraineté, moins d'expérience sur ces technologies, c'est-à-dire d'interface, de capacité de gérer l'expérience des clients. C'est vous qui en avez parlé probablement le plus. Comment vous analysez cette vision française par rapport, par exemple, aux Américains qui sont très très axés là-dessus ? Alors je sais pas si c'est lié à une différence culturelle. Là, tu conclus en mettant la France par rapport aux États-Unis sur ce sujet-là. C'est pour ça que je remettais la notion de cas d'usage. Alors on a peut-être des mots différents pour parler de la même chose. Le cas d'usage, c'est un enjeu business sur un processus donné, mais aujourd'hui, plus personne ne pense processus sans penser design, sans penser expérience. La vision, elle est holistique. C'est facile. Moi, je vais vous donner une illustration très concrète. Si je compare qui on était, moi, Capgemini Invent, il y a 5 ans, je vais dire, et aujourd'hui,
je ne suis plus le même animal. Aujourd'hui, j'ai un quart des effectifs qui ne sont plus des consultants comme c'était avant. On a des designers, on a des data scientists, on a des edge tech, donc des compétences technologiques très très pointues, parce que c'est cette orchestration et cette polycompétence qui va permettre, donc par rapport à un problème donné, par rapport à un nouveau produit ou nouveau service qu'on va mettre sur le marché, la question de l'usage, la question de l'expérience du client final, elle est embarquée dès l'amont. Et on le pense by design. Donc après, on a vu, il y a beaucoup de méthodes avec des noms très différents, méthodes agiles, tout ce que l'on veut. C'est-à-dire que ces compétences-là sont intégrées dès le démarrage avec des dimensions techniques, technologiques, métiers, business case et expérience. Un cas d'usage, c'est finalement un parcours client et une expérience utilisateur. Merci pour ces définitions du cas d'usage et pour ces définitions de la souveraineté numérique. Merci Franck. Merci. Merci à vous. Merci.